Bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire autour des jeunes professionnels qui vont nous donner leur vision des fleuves et grandes rivières d'Europe et du monde. Donc, je m'appelle Anne Clément, je suis directrice de la ZABRE et au nom de la ZABRE, la zone atelier bassin du Rhône, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Ce webinaire, juste pour le mettre un peu dans le contexte, on organise en fait tous les 3 ans, la ZABRE, à Lyon, une grande conférence qui s'appelle Yes Rivers, autour des recherches et actions au service des fleuves et grandes rivières. Et la dernière édition a eu lieu en 2022. Pour garder le lien entre les participants présents, il y en a 500 présents d'habitude, vraiment une communauté internationale. Avec le comité de pilotage, on s'est dit que c'était intéressant, entre 2 éditions de la conférence, de proposer des séries de webinaires pour garder le lien. Voilà. Donc on est content d'ouvrir ce webinaire. Barbara? Hi everyone, welcome. Bonjour à tous, bienvenue. Barbara Benedetti, je suis responsable assistante de formation H2O à Lyon. Je suis spécialiste en formation et recherche et je suis également Donc, je vous accueille tous au nom de la communauté de H2O Lyon pour ce séminaire que nous organisons avec le GRAE et la conférence GRAE. Et ce webinaire concerne les grands fleuves et rivières. Nous allons entendre les voix de certains de nos grands chercheurs et leaders. Anne, je te rends la parole. Pour que ce séminaire fonctionne bien, alors il faut que l'Internet fonctionne bien, qu'on ait des gens doués pour animer. Il y a quelques règles de fonctionnement. Donc, tout d'abord, le webinaire est enregistré en français et en anglais, permettant de pouvoir le retrouver. Pensez à bien vous identifier en mettant votre prénom, votre nom et votre structure. Les intervenants peuvent s'exprimer. Par contre, pour les gens qui sont participants, spectateurs, merci de bien couper votre micro. Et naturellement, vous allez pouvoir poser des questions à nos 3 intervenants de prestige. Pour poser vos questions, c'est dans le chat, en français ou en anglais, et Barbara et moi-même remonterons vos questions. Voilà, vous avez compris qu'il y avait de la traduction simultanée français et anglais. Si vous voulez écouter le webinaire en français, vous cliquez sur la petite boule du monde et vous mettez France. Et si vous voulez écouter la conversation en anglais, à ce moment-là, vous cliquez sur la boule du monde anglais. Voilà, ça c'est pour les règles de fonctionnement. Et je voulais vous dire un peu qui est-ce que vous étiez dans ce webinaire. Donc, il y a 187 inscrits. On verra combien il y a présents. Mais 187 inscrits, 131 français et 56 internationaux. Parmi ceux-ci, 30% de chercheurs et 70% de praticiens qui peuvent être des acteurs de l'État, de collectivités locales, d'entreprises, de bureaux d'études et d'associations. C'est vraiment le public Yes Rivers, qui est un public mixte entre chercheurs et praticiens. Qui sommes-nous? Vous avez vu qu'on était à 2 voix pour animer ce webinaire. Donc, Barbara, qu'est-ce qu'H2O? So, yes. So I'm Barbara Velletti again. H2O is, Voici Barbara Velletti. Et donc, H2O fait partie de l'Université de Lyon, qui reprend 13 institutions, y compris Lyon 1 et l'École d'ingénierie de Lyon, 12 laboratoires, plus de 300 chercheurs et thésards. Et nous avons également 10 programmes master et 2 écoles d'ingénierie. Et nous sommes dans 5 programmes de doctorants. L'objectif de notre établissement ou d'institution est de traiter de nouvelles générations d'étudiants et d'experts dans les sciences de l'eau pour relever tous les défis de l'eau auxquels nous sommes
confrontés dans le domaine de l'eau. Merci. Donc, moi, je suis Anne Clément, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, directrice de la zone atelier bassin du Rhône. C'est un réseau de laboratoires de recherche qui travaillent à l'échelle du bassin versant du Rhône. Et nous conduisons des recherches pluridisciplinaires sur ce bassin pour comprendre quel est l'impact de l'homme sur ce bassin et trouver des solutions, notamment pour les acteurs du territoire, pour une gestion durable de ce fleuve. Donc, vous avez une petite photo avec les pilotes, les principaux protagonistes de la zone atelier bassin du Rhône. On est reconnu par le CNRS. Voilà, donc nous arrivons sur ce webinaire. Donc, quel avenir pour nos grands fleuves? La parole aux experts de demain. Je te laisse, Barbara, donner l'objectif de ce webinaire. Yeah. So our main objective of L'objectif principal du webinaire aujourd'hui, c'est de donner la parole à de jeunes professionnels, des chercheurs, ou des praticiens pour partager leurs expériences et voir et d'entendre leur point de vue, leurs opinions, leurs idées sur la manière de gérer ou les rivières ou de relever les défis, les problèmes de ces cours d'eau. Nous allons maintenant écouter 3 orateurs de ces 3 jeunes leaders. Le premier sera le docteur Annelise Boyer, qui est chercheur postdoctorat en géographie sociale au LabEx Dream, c'est-à-dire qu'il fait des recherches sur les interactions entre les humains et les environnements, et elle travaille également au Centre de recherche international IGLOB, au laboratoire de recherche du CNRS à Tucson, en Arizona. Puis ensuite, Miloš Rušnak, Dr. Miloš Rušnak, PhD Researcher in River Morphology pour l'Académie de sciences et qui est également actuel, qui fait une expérience à l'étranger à Lyon, donc à l'école de l'INS du laboratoire du CNRS de Lyon. Et ensuite, nous allons écouter le docteur Anna Joyce, qui est également hydromorphologiste et qui travaille actuellement en Grande-Bretagne, et elle s'occupe de la conception de l'ingénierie et des consultances en gestion d'ingénierie civile. Comme nous l'avons dit précédemment, chaque orateur dispose de 15 minutes, puis 5 minutes de questions-réponses. Nous donnons la parole à Anne. Merci beaucoup. Et donc, je vais arrêter. Je pense que nous n'avons plus rien à dire. Donc, les petites règles, voilà. Et nous allons donner la parole donc à Annelise Boyer, donc comme l'a dit Barbara, qui a fait une thèse et qui a un doctorat et qui a travaillé autour de la pénurie en eau dans le sud-ouest états-unien et qui est actuellement postdoctorant à Tucson en Arizona. Voilà. Annelise, la parole est à toi. Et donc, si vous avez des questions, des besoins de précision, des questions, des besoins d'échanger avec Annelise, alors vous utilisez le chat. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci Anne et Barbara de m'avoir invitée pour ce séminaire. Donc moi aujourd'hui, je voudrais vous parler du bassin versant du Colorado. Et donc j'ai intitulé ma présentation Gestion de l'eau et changements globaux, perspective depuis le bassin versant du Colorado, parce qu'en effet, je suis postdoctorante rattachée au CNRS à travers le LabEx Dream, mais basée en ce moment au laboratoire IGLOB à Tucson, qui en fait est un partenariat entre le CNRS et l'Université d'Arizona. Pour commencer, je voudrais revenir un petit peu sur mon parcours et aussi vous expliquer le contexte ici dans le bassin versant du Colorado. Donc, c'est un contexte, je pense, qui est assez connu. On voit parfois des informations passer dans la presse, par exemple,
en France sur ce qui se passe ici dans le sud-ouest états-unien. Donc le bassin versant du Colorado, il est soumis à une longue période de sécheresse depuis 2002 à peu près. Cette année, on est dans une période finalement de soulagement de cette sécheresse parce que les précipitations étaient assez importantes sur les Rocheuses, notamment cet hiver, et il continue de pleuvoir régulièrement sur l'ensemble du bassin, et la fonte des neiges, cette année, on a même peur qu'elle provoque en fait des grandes inondations, notamment en Californie. Mais dans l'ensemble, c'est un territoire qui est donc soumis à des périodes de sécheresse. On parle même de méga sécheresse, qui serait un risque qui va s'aggravant. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que finalement, on serait dans une période de transition vers un climat plus aride pour cette région. D'abord, je voudrais donc revenir un peu sur mon parcours. La première fois que je suis venue travailler pour ce laboratoire IGLOB, c'était lors de mon Master 2 de géographie, dans lequel je travaillais en fait sur les conflits environnementaux autour des projets de mines en Arizona. Et c'est à travers cette optique-là en fait que j'ai commencé à travailler sur les questions de l'eau, parce qu'il y a en Arizona parmi les plus grandes mines de cuivre à ciel ouvert d'Amérique du Nord. Comme vous pouvez voir par exemple ici sur cette photo, c'est la mine de cuivre de Morenci, qui se situe à peu près ici sur la carte, qui est une des plus grandes mines d'Amérique du Nord et même de tout le continent américain. Et donc ces mines, elles consomment beaucoup d'eau. Certaines mines consomment jusqu'à 50 millions de mètres cubes d'eau par an. Et donc cette eau, elle vient notamment du fleuve Colorado, mais aussi beaucoup des nappes phréatiques et des quelques cours d'eau pérennes qu'on a en Arizona. Donc ça, c'était ma première introduction à ce milieu-là. Ensuite, j'ai continué mes travaux dans cette région grâce au laboratoire IGLOB en faisant ma thèse, donc basée à Lyon au laboratoire Environnement Ville Société, mais en faisant des échanges de 6 mois et des séjours de recherche de 6 mois à Tucson. Et ma thèse, elle portait, elle, plutôt sur l'adaptation au changement climatique des grandes métropoles d'Arizona, donc Phoenix et Tucson. Phoenix, aujourd'hui, c'est la 5e plus grande ville des États-Unis, avec presque aussi entre 4 et 5 millions d'habitants, et avec certaines des suburbs, donc des banlieues qu'on trouve en périphérie, qui sont parmi les municipalités qui croissent le plus vite aujourd'hui dans tous les États-Unis. Et donc, quel problème cela pose par rapport à l'approvisionnement en eau de ces villes en croissance. Et notamment, pendant ma thèse, en fait, il s'est passé plusieurs événements intéressants. Donc déjà, le système du Colorado était sous tension, avec en 2016 le lac Mead, qui est le principal réservoir de la région et qui est un des plus grands réservoirs des États-Unis, qui atteint son niveau le plus bas. Enfin, à l'époque, on pensait que c'était le plus bas, puis ensuite, ça s'est aggravé. Et notamment, il y a eu en 2020 la première déclaration de pénurie sur le système d'approvisionnement du fleuve Colorado, qui approvisionne en fait presque 40 millions de personnes. Donc c'est 7 États américains, 2 États mexicains, et avec des conséquences sur les usages de l'eau. En 2022, la situation s'est aggravée. Il y a eu un deuxième échelon de pénurie qui a été décidé par le gouvernement fédéral. Et par exemple, l'Arizona, elle perd aujourd'hui 20%, un peu plus de 20% de son approvisionnement en eau du Colorado, qui correspond à 36% de son approvisionnement total, donc pour tous les usages municipaux, industriels et notamment agricoles, parce qu'il y a aussi beaucoup d'agriculture irriguée. Donc dans ma thèse, j'ai vraiment essayé de voir comment les villes s'arrangent et comment elles essayent de transformer en fait leur paysage urbain et leurs usages de l'eau pour de villes oasis se transformer en villes du désert finalement, parce qu'elles sont localisées dans ce climat semi-aride à aride, plus connectées et plus respectueux de l'environnement dans lequel elles se trouvent. Sur la photo, ici à gauche, vous voyez le canal du Central Arizona Project. En fait, c'est un canal de 500 km de long à peu près, qui amène l'eau depuis le fleuve Colorado jusqu'aux villes d'Arizona. Et donc, c'est l'eau qui circule dans ce canal qui se trouve de plus en plus coupée pour les usagers d'Arizona. Et là, à droite, vous avez la ville de Tucson. Et les bâtiments rouges ici, ce sont les bâtiments de l'Université d'Arizona, où se trouve IGLOB, le laboratoire du CNRS.
Et depuis 2022, je suis en postdoctorat. Donc, c'est un postdoctorat qui se veut plus interdisciplinaire et qui travaille sur les processus de déconnexion et de reconnexion dans les socio-hydrosystèmes. C'est un postdoctorat du LabEx Dream, qui en fait est le LabEx qui chapeaute le réseau des observatoires hommes-milieu. Et il y a en fait à IGLOB un observatoire homme-milieu qui s'appelle l'OHM Pimakunti. L'OHM Pimakunti, c'est le porteur de ce projet. On travaille notamment ici sur la Santa Cruz River, donc la rivière qui draine le sud de l'Arizona et notamment qui coule à travers Tucson. Donc vous la voyez ici, et qui en fait est au centre de la gestion de l'eau aujourd'hui par la ville de Tucson, parce qu'ils se servent du lit de la rivière pour faire de la recharge artificielle des nappes phréatiques. Et donc, je travaille notamment sur cette étude de cas, c'est pour ça que je suis basée ici à Tucson, et en fait, il y a dans ce projet 6 autres OHM qui sont impliqués et qui ont eux aussi leur cas d'étude propre, et le but, c'est d'essayer de faire des comparaisons pour voir comment les socio-hydrosystèmes aujourd'hui s'adaptent aux changements globaux, que ce soit par exemple la fonte du permafrost au Canada, parce qu'on a l'OHM Nunavik qui est dans le projet, ou alors le contexte de sécheresse aussi, par exemple avec l'OHM littoral méditerranéen et les lagunes méditerranéennes sur la côte française et aussi en Corse. Du coup, à partir de ces 3 expériences, en fait, je voulais revenir un peu sur quels sont les enjeux pour l'avenir des fleuves et des rivières que j'ai pu distinguer finalement à travers ces différents travaux de recherche que j'ai menés. Et le premier que je voulais évoquer avec vous, et peut-être qu'on pourra revenir dessus pendant les questions, parce que je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps de m'attarder trop longtemps, c'est cette question du paradigme de l'eau comme ressource. En fait, on parle toujours, ou en tout cas très 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 souvent, de l'eau comme une ressource. On dit les ressources en eau, en anglais water resources. Ici en Arizona, tout le monde ne parle de l'eau que en termes de ressources. Et en fait, j'ai l'impression, vu d'ici, en tout cas de Tucson, que c'est lentement en train de changer, notamment grâce aux travaux de beaucoup, enfin beaucoup non, parce qu'ils ne sont pas très nombreux, mais les travaux de chercheurs qui sont en fait issus des nations autochtones, donc des chercheurs amérindiens, notamment ici en Arizona, qui sont originaires de la réserve Navarro ou Diné, que l'on trouve au nord-est de l'Arizona, et qui travaillent sur cette question de l'eau comme ressource et qui visent à critiquer ce paradigme. Et je trouve que c'est assez intéressant, et que ça peut être aussi intéressant pour une recherche, par exemple en France, qui est pas forcément familière forcément de ces problématiques-là. Donc, pour ces auteurs, en fait, mettre en ressource la nature, c'est un processus qui est violent vis-à-vis de la nature, et c'est aussi un processus qui a été porté par les colons états-uniens à partir du 19e siècle, et voire un petit peu avant par les colons espagnols à partir du 16e siècle, dans cette région des États-Unis qui, en fait, pendant longtemps, a été colonisée d'abord par les Espagnols et qui appartenait ensuite au Mexique. En effet, le problème de ce mot « ressource » et l'utilisation de ce terme et de ce concept, c'est finalement qu'on parle de la nature comme si elle était uniquement destinée à être mise à profit pour les humains, sans se soucier forcément de la durabilité écologique à long terme. Et donc, on voit la nature comme finalement quelque chose d'inexploité encore, qu'il faut mettre en exploitation pour le profit. Et donc, pour eux, tout le processus de décolonisation, finalement, il passerait à travers la remise en question et l'abandon de ce terme ressources utilisé très souvent et parfois à tout va. Donc, je voulais soulever ici cette question, peut-être qu'il faudrait rejeter finalement ce terme de ressources, ou en tout cas le questionner, pour ne plus tellement s'en servir comme le concept de base opérationnel pour le développement et la gouvernance de la nature et donc des cours d'eau. Et je pense qu'on pourrait faire ici un lien aussi avec toutes les mesures et aussi les travaux qui portent sur la personnalité juridique des fleuves, etc., parce que ce sont aujourd'hui des débats importants. Le deuxième point, vu d'ici, vu du bassin versant du Colorado, c'est la question des infrastructures. Alors ici, il y a finalement 2 mouvements.
Le premier, c'est celui de continuer à construire des infrastructures et continuer à avoir des projets pharaoniques d'infrastructures. Ici, dans le tableau à droite, j'ai récapitulé en fait à partir de ma lecture des rapports qui sont faits par le Bureau of Reclamation, qui est l'agence fédérale qui gère tous les grands barrages et donc les grands fleuves de l'ouest des États-Unis, de toutes les solutions qu'ils proposent pour l'approvisionnement en eau de la région. Et donc, vous voyez, il y a différentes catégories. La première, c'est la solution du dessalement de l'eau, qui pourrait se faire notamment donc, soit en Californie, et c'est déjà le cas, il y a des grandes usines de dessalement de l'eau en Californie, ou alors pour l'Arizona, qui se ferait au Mexique, pour dessaler l'eau du golfe de Californie, qui s'appelle aussi mer de Cortés. Donc là, ce sont des grandes infrastructures, les usines de dessalement, qui utilisent notamment beaucoup d'énergie, d'électricité, qui souvent est produite par des énergies fossiles. Donc, ce n'est pas forcément la solution la plus verte, d'autant plus qu'il y a tous les rejets d'eau qui, du coup, sont plus salés dans la mer ou dans l'océan, ce qui pose des problèmes environnementaux. L'autre solution, bien sûr, c'est le recyclage, donc le recyclage des eaux usées municipales ou alors l'utilisation des eaux grises. Il y a aussi la solution de l'approvisionnement local. Moi, c'est celle-là que j'ai beaucoup étudiée dans ma thèse parce qu'à Tucson, elle est assez importante, la collecte des eaux de pluie et aussi réutiliser l'eau des gisements miniers. Il y a bien sûr la gestion du bassin versant qu'on connaît bien aussi en France. Alors ici, ça passe beaucoup par la lutte contre les broussailles, le contrôle des poussières, parce qu'on est dans un milieu quand même aride, semi-aride, la gestion des forêts et ici la modification artificielle du climat, donc là aussi une solution technologique. Et enfin, et c'est là où interviennent aussi des grandes infrastructures, ce serait de continuer à faire des transferts de bassins. Donc il y a toujours des idées qui reviennent fréquemment dans les pics de sécheresse, qui seraient de transférer l'eau du bassin du Missouri et du Mississippi vers le fleuve Colorado, ou alors des bassins de la rivière Bear Snake et Yellowstone plus au nord vers la rivière Green, du bassin du fleuve Columbia au fleuve Colorado aussi, et ça c'était plutôt dans les années 2000-2010, l'idée de transporter des icebergs et des citernes d'eau importées par les ports californiens, donc de l'Alaska qui descendrait jusqu'à la Californie. Donc ça, c'est le premier versant, c'est le versant Bureau of Reclamation, donc gestionnaire de l'approvisionnement et des grandes infrastructures. Et d'un autre côté, comme les réservoirs sont à des niveaux très faibles, et notamment le Lake Powell, que vous voyez ici sur la photo, qui est derrière le barrage de Glen Canyon, ce barrage, il a toujours été assez controversé depuis les années 60. Et il est en fait en amont du lac Mead, et le lac Mead est très important. Et donc, il y aurait l'idée de finalement abandonner le lac Powell et le barrage de Glen Canyon pour pouvoir remplir le lac Mead. Et du coup, décommissionner en fait le barrage ici de Glen Canyon que vous voyez là. Et donc, il y a des associations de protection de l'environnement et aussi des associations anti-barrages qui sont plutôt pour ce type de projet. Donc, la question, c'est quel est l'avenir des barrages quand le niveau des réservoirs est extrêmement faible, au point sur le lac Powell que les turbines hydroélectriques du barrage pourraient ne plus fonctionner. Lise, il te reste 5 bonnes minutes. 5 minutes. D'accord, merci. Oui, pardon, j'ai un peu traîné. Ensuite, le point que je voulais aborder, que je trouve intéressant aussi à travers les recherches que j'ai pu mener, donc toujours avec cet aspect vraiment, une approche qui soit avant tout de sciences sociales, c'est donc quand on étudie un socio-hydrosystème, on prend en compte toutes les dimensions du système, donc longitudinale, amont-aval, mais aussi latérale, verticale, temporelle et sociale. Et en fait, à travers les travaux que j'ai menés, je me suis rendu compte que la dimension sociale, ou en tout cas l'analyse sociale du rapport des sociétés à la dimension verticale des cours d'eau, en fait, elle était très peu analysée, très peu traitée, alors que en fait, c'est un défi, notamment dans un contexte mondial où il y a vraiment le problème de la surexploitation des nappes phréatiques, qui a des impacts en surface pour les communautés locales et les sociétés qui habitent, qui vivent et qui utilisent ces nappes phréatiques. Donc ça, c'est un des points qui me semble important, c'est développer peut-être des études interdisciplinaires et qui notamment insistent sur l'aspect social du rapport aux eaux souterraines. Enfin, le dernier point que je voulais aborder ici et qui me paraît aussi un défi qui va aller s'aggravant, j'imagine, c'est bien celui des cours d'eau intermittents. Donc, dans un milieu semi-aride, aride comme l'Arizona, ils sont assez courants.
C'est 59% des cours d'eau qui sont intermittents dans tous les États-Unis et c'est 94% en Arizona. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que dans le cas de l'Arizona, c'est 90% des rivières et de la végétation riveraine qui ont été dégradées et détruites, soit par les détournements des eaux de surface, soit par le pompage des eaux souterraines. Et donc, il y a de plus en plus de travaux et de recherches qui sont menés sur le fonctionnement de ces cours d'eau intermittents. C'est le cas notamment au laboratoire EVS, et c'est un des aspects qu'on essaye aussi beaucoup de développer dans le cas de Tucson, parce que comme vous pouvez le voir sur la photo ici, donc on a le cours d'eau qui à la base était intermittent de la Santa Cruz, mais qui a été fortement dégradé, et on essaye de restaurer son fonctionnement intermittent en fait, ici, déversant des eaux traitées issues des stations d'épuration, pour pouvoir recréer le fonctionnement de la rivière. Donc, pour cette question de l'évolution des métiers de l'eau, pour répondre à ces enjeux, je pense qu'il est, mais là je presse aussi pour ma chapelle de chercheuse en sciences sociales, qu'il est très important de mettre en valeur les liens socio-culturels avec les cours d'eau dans toutes leurs dimensions. Donc c'est de plus en plus fait, donc c'est pas nouveau ce que je dis ici. Et donc l'interdisciplinarité, le travail entre différentes disciplines, qu'elles soient les sciences sociales et les sciences de l'environnement, c'est très important. Et la transdisciplinarité aussi, que les chercheurs travaillent avec les acteurs du territoire et de la gestion de l'eau à proprement parler. Et donc ici, je voulais souligner une dernière fois l'importance des sciences sociales, l'importance de la recherche participative et de la gestion participative, et aussi, donc, par rapport à ce que je vous disais, sur les savoirs autochtones et les savoirs écologiques traditionnels, il est aussi important de prendre en compte les savoirs locaux. Et enfin, ce que je trouve intéressant par rapport à ce contexte de disparition des cours d'eau, dans le cas de rivières qui étaient pérennes, qui deviennent intermittentes, ou de rivières intermittentes qui s'assèchent totalement, et aussi dans le cadre de la surexploitation des nappes phréatiques et de nappes phréatiques qui peuvent être amenées à disparaître, c'est cette importance des émotions, notamment face à la perte, à la disparition, qui me semble de plus en plus importante dans le cadre des changements globaux, où les personnes, les habitants, les riverains peuvent observer à l'œil nu sur plusieurs années, mais parfois de manière aussi très rapide, des disparitions dans leur environnement local et les impacts que ça a sur leurs émotions. Donc vraiment considérer une sorte de vulnérabilité holistique entre les humains et les non-humains, et ce que ressentent les habitants par rapport à ça. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Peut-être que j'ai lancé beaucoup de pistes pour les questions, je ne sais pas, on verra. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. Merci beaucoup, Anne-Lise, pour cette présentation qui nous donne vraiment ton regard ouvert sur l'international, finalement. Voilà. Donc, la parole est aux questions, si vous en avez. Je propose peut-être d'en poser une première sur les… qui termine en parlant de la transdisciplinarité qui était très importante, donc le travail avec les acteurs des territoires. Est-ce que c'est le même type de démarche qui se passe en France et dans tes retours d'expérience que tu as aux États-Unis, ou c'est comment ça s'organise? Est-ce que c'est les acteurs du territoire qui viennent chercher les chercheurs, ou inversement? Est-ce qu'on est en démarche de co-construction ou de commande, d'études plutôt, de grosses études pluridisciplinaires? Alors, dans le cas du sud de l'Arizona, je pense que c'est un contexte qui est privilégié pour la transdisciplinarité, parce qu'en fait, notamment à Tucson, l'Université d'Arizona, en fait, c'est le deuxième employeur de la ville. Donc, il y a vraiment des liens hyper forts entre les gestionnaires de la ville, de l'eau et l'université. Par exemple, le directeur de Tucson Water, qui est le principal organisme public d'approvisionnement en eau, il fait sa thèse en ce moment à l'Université d'Arizona. Donc lui, c'est vraiment un passeur privilégié pour monter des projets qui soient vraiment co-construits et en collaboration entre les chercheurs et les gestionnaires. Et je pense que c'est aussi une dimension qui est vraiment… Il y a une dimension recherche appliquée aussi, qui est vraiment mise en avant dans tout ce qui est entrepris par rapport à l'eau, parce qu'il y a une urgence à savoir comment on va pouvoir sécuriser l'approvisionnement de la région. Donc, comme on est sur un séminaire jeunes professionnels, ça veut dire qu'il y a dans les services de gestion
il y a une place pour des docteurs pour mettre en place une politique intégrée de la gestion de l'eau, pour penser la ressource différemment, sans parler de ressources, mais voilà. Oui, oui, il y a une véritable place pour les docteurs, parce qu'en fait, c'est vraiment, même au niveau de l'État, en fait, il y a aussi, donc il y a vraiment une dimension analyse, analyse des ressources en eau qui sont disponibles. Donc là, ce serait plutôt les personnes qui ont des doctorats en hydrologie. Et il y a une dimension aussi politique publique qui est très, très importante et qui laisse là une place pour des doctorats qui seraient plutôt issus des sciences sociales ou des sciences politiques plus largement. On n'est pas sûr que le chat marche complètement, donc moi je vois les messages de Barbara qui écrit à tout le monde, donc voilà. I can only write to you and the panelists. Je ne peux écrire qu'à vous et aux conférenciers, en fait. Donc, on a l'impression que le chat ne fonctionne pas très bien. Ok, on va regarder ça sur le chat. In the meanwhile, maybe I can ask a question to Annelise as well. Entre-temps, peut-être que je peux poser une question à Annelise. Donc, cela revient à la question d'Anne et ce que vous avez dit dans votre réponse. Que pensez-vous du rôle de l'éducation pour traiter ce problème? Et à quel niveau est-ce que l'éducation peut rentrer en jeu? Quel serait le niveau le plus intéressant, le plus puissant? Je pense que c'est à tous les niveaux, en fait, parce que quand on regarde les efforts, tous les efforts qui sont faits pour économiser l'eau d'un côté et en même temps trouver des nouvelles sources d'approvisionnement, en fait, économiser l'eau, ça commence avec des techniciens, en fait, installés et ça commence à l'échelle extrêmement locale, même du ménage et de la maison presque. Avec des tuyaux qui n'ont pas de fuite, par exemple. Donc ça, c'est la première étape. Et ça va jusqu'à un niveau très, très haut, où d'autant plus qu'ici, la gestion de l'eau, elle est en fait encadrée par le gouvernement fédéral. Et donc, il y a vraiment une dimension au-delà de la dimension scientifique et du travail avec la meilleure science disponible, qui est l'impératif de gestion de l'eau dans le bassin versant du Colorado. Il y a toutes les négociations qui sont des négociations presque diplomatiques, et en tout cas à très haut niveau politique, pour savoir comment la ressource va être partagée. Donc c'est là où, en effet, en termes d'éducation, quand on regarde les CV des gens qui sont en charge de tout ça, il y a beaucoup d'avocats, et il y a aussi beaucoup de gens qui ont des doctorats en sciences de l'environnement, en sciences de l'eau, en hydrologie, et aussi en économie aussi. Okay, thank you. I don't know if so I think Merci. Alors, est-ce que cela fonctionne? Je pense que ça fonctionne maintenant, le chat. Est-ce que fonctionne. vous avez des questions? N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, Annelise, elle doit nous quitter dans 30 minutes, 30-35 minutes. Donc, si vous avez une question pour Annelise, c'est maintenant qu'il faut poser votre question. Mais Annelise, elle peut également répondre dans le chat. Moi, j'aurais une question autour de… Il faut plus penser l'eau simplement comme ressource, parce que ressource, c'est pour les usages, en fait. Est-ce qu'on arrive, est-ce qu'il y a des analyses différentes entre les différents pays, entre des analyses sur le poids consacré aux usages anthropiques, et quel est le poids de la ressource nécessaire pour le maintien d'une biodiversité qui permet de maintenir un certain nombre, pour le maintien de la biodiversité? Est-ce qu'il y a pour penser différemment la ressource, il faut peut-être ces analyses un peu de fond?
Oui, ça, c'est une très bonne question et je pense que j'ai un peu mal introduit ce que je voulais dire, je voulais introduire cette petite pensée un peu provocatrice, mais j'ai pas donné assez d'éléments de contexte. En fait, c'est vraiment intéressant le cas du Colorado. Donc, bon, déjà parce qu'en fait, en Arizona, il y a beaucoup de nations natives américaines et notamment, il y a la plus grande, c'est la réserve Navajo. Donc, en termes de surface et en termes de nombre d'habitants, c'est très important. Et aussi, normalement, les Amérindiens, c'est eux qui ont les droits les plus anciens sur l'eau. Donc, normalement, ça devrait être eux qui ont les droits prioritaires sur l'eau du Colorado. Mais évidemment, ils ont été oubliés pendant très, très, très longtemps. Et donc, aujourd'hui, il y a des combats juridiques pour qu'ils récupèrent ces droits. Et en fait, je reviens à la question. Tout le système du Colorado, il est organisé autour du concept de « use it or lose it ». Donc, en fait, jamais on a considéré qu'il pourrait y avoir de l'eau pour l'environnement. Jamais. La toute première fois où on considère ça, c'est en 2014, parce qu'on décide, en fait, sous la pression aussi des environnementalistes, de faire des lâchers d'eau dans le delta du Colorado, qui, en fait, est complètement asséché du fait de tous les prélèvements en amont. Donc, c'est 2014, la première fois qu'on se dit « Ah, quand même, il faudrait réserver un peu d'eau pour l'environnement et essayer de restaurer le delta du Colorado, qui est un hotspot de biodiversité normalement. » Donc, dans ce contexte-là, en fait, ici, il y a essayer de moins penser en termes d'usage anthropique et de ressources, c'est presque révolutionnaire et ça va à l'encontre de la loi ou en tout cas de beaucoup de critères de tout le règlement, la loi du fleuve qui régit le fleuve. Ok, merci. Il y a une question autour de est-ce que les politiques suivent les recommandations des chercheurs en termes de communication ou de résultats sur le terrain? C'est une bonne question. J'ai envie de répondre dans l'ensemble, oui. Mais en fait, comment ça se traduit après à l'échelle régionale et locale, c'est pas vraiment le cas en fait. Par exemple, les transformations concrètes qui viseraient à dépenser moins d'eau parce qu'en fait, il y a de moins en moins d'eau, elles sont très peu lisibles dans le territoire à l'heure actuelle, mais ça va peut-être changer avec les décisions qui ont été prises récemment qui visent à contrôler encore plus les dépenses en eau. Ok. Merci. Barbara? Yeah, there are two questions that Oui, are il y a linked. deux questions qui sont liées à ce point. Est-ce que les politiques sont prêts à voir l'eau non plus comme une ressource dans cette région? Et puis, une solution serait de voir le cours d'eau, l'eau, comme un client. Et donc, il faut donner à ce client ce dont il a besoin pour qu'il se porte bien. Qu'en pensez-vous? Ce serait la seule solution et c'est de considérer que la rivière ait droit, enfin que le fleuve en l'occurrence, ait le droit à sa propre allocation en eau. Parce qu'en fait, il est vraiment divisé en des allocations qui ont été décidées, en plus, il y a très longtemps. Il y a beaucoup de gens qui appellent à la réforme de ça date de 1922, l'allocation de l'eau du fleuve entre les différents États et les différents usagers. Et donc, en effet, une des solutions, ce serait de rajouter le fleuve lui-même comme l'une des entités qui ait droit à cette allocation et que son montant décidé en eau soit respecté chaque année, en fait. Ok. Il y aurait une dernière question autour de... compte tenu des tensions politiques internes aux États-Unis, entre différents niveaux, État fédéral, fédéré, État fédéral et avec le Mexique, parvient-on à dépasser les clivages pour avoir une gouvernance de l'eau? Alors, pour l'instant, pas tellement. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait toujours la une un peu des journaux, notamment les négociations avec la Californie. Ah, par contre, c'est ce qu'essaye de faire le gouvernement fédéral, en fait. Ils essayent vraiment de créer une sorte de cadre et de chapeau pour qu'il y ait une gouvernance de l'eau, mais à l'échelle de tout le bassin versant, il y a tellement d'intérêts divergents et de conflits qui parfois sont aussi des conflits historiques que c'est difficile à dépasser ça. Et en fait, ce qui est intéressant, bizarrement, c'est que peut-être que la solution du dessalement de l'eau
vu qu'elle ferait intervenir des acteurs privés, des fonds d'investissement, des entreprises privées qui seraient les financeurs, mais aussi les gestionnaires des usines de dessalement de l'eau, peut-être que là, ça apporterait plus de gouvernance et que les États et la puissance hydrocratique publique, qui en fait est quand même très centralisée et très bureaucratique, seraient obligés de gérer là un nouvel acteur. Et peut-être que ça transformerait les manières de faire à l'échelle du bassin versant. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Anne-Lise, pour ton intervention et toutes ces réponses aux questions des participants qui, effectivement, peuvent maintenant écrire dans le chat. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre. Anne-Lise, on les reportera à Anne-Lise. Et donc, Anne-Lise, tu peux enlever ta présentation et nous allons passer à la présentation de Milos Runaf. Donc, Milos. je te laisse, Barbara. Oui. Hi Milos, thanks for. Bonjour Milos. Miloš a une thèse de l'Académie slovaque de sciences de Bratislava. Il travaille sur la géomorphologie fluviale et, comme je dis, d'un chercheur postdoc. Et donc, Miloš a développé une solution de suivi pratique pour la gestion des rivières en étudiant la géomorphologie, la végétation riparienne, etc. Miloš, vous avez la parole. Merci. Merci pour votre présentation et merci de me donner l'occasion de vous faire part de mon expérience et de vous parler de résultats. Donc, je vous parle j'ai eu quelques collègues qui ont travaillé avec moi également, bien sûr, sur ce travail et nous utilisons le système de télédétection pour étudier les comportements. Je viens dans la partie est de la Tchécoslovaquie, donc j'ai étudié la géographie et la géomorphologie et j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et ceci, qui est mon professeur à l'université qui m'a montré à quel point les fleuves sont magnifiques et également et j'ai donc décidé de poursuivre mes recherches et de faire mon doctorat dans l'Institut de géographie et je travaille sur les réponses des chenaux des rivières au changement de géomorphologie. Et j'ai tout appris donc bien sûr sur la géomorphologie des rivières. Et j'ai des collègues également qui me donnent la possibilité de faire un postdoc dans l'institut où j'ai fait mes études et je poursuis mes recherches. Et donc, c'est là que j'effectue mes recherches. Mon domaine de recherche, ton PowerPoint n'est pas en écran tout complet, en partage d'écran. Donc, voilà, je suis en… Vous n'êtes pas en plein écran sur le diaporama. And now? Toujours pas. Non, on peut suivre, hein? Oui. Ça ira bien. And now? Oh, Ah, super. yes. Bravo. Perfect. Yeah, thanks. Okay, it works. Did I study at… Donc, je sais plus très bien où j'en suis. Donc,
j'ai étudié à l'université de Bratislava. Donc, j'ai fait ma thèse et je travaille maintenant sur la télédétection et dans les rivières, donc à l'Institut de géographie de Bratislava. Et nous voulons étudier ces technologies de télédétection pour comprendre le comportement des chenaux des rivières et la morphologie des rivières et pour comprendre leur comportement. Et vous voyez qu'il y a énormément d'applications, par exemple, l'utiliser dans différents aspects donc de gestion des rivières, de leur géomorphologie, et c'est lié au développement de nouveaux détecteurs, de nouvelles sondes et, bien de systèmes également à faible coût. Et donc, nous faisons des recherches dans les technologies. Ce qui est important, nous devons connaître quel objet, quelle qualité qui sont présents dans les canaux, dans les flux des rivières pour en comprendre leur comportement, comprendre la rivière et qu'est-ce qui se passe dans cette rivière et la télédétection que nous utilisons pour comprendre un ensemble d'informations complexes et d'obtenir ces informations des lits de rivière. Et donc, nous pouvons avoir des informations sur les propriétés physiques, par exemple sur la morphologie, la végétation, par exemple, et d'autres paramètres. Et on peut utiliser différents types de détecteurs ou dont les des niveaux de résolution, et des imageries, par exemple, et on peut avoir différents tailles d'objets. Donc, par exemple, il n'y a que des grands objets très larges qui peuvent être identifiés, mais lorsque nous allons plus proche, nous voyons que on peut voir que donc des propriétés hydrauliques, par exemple, donc dans les lits, dans les graviers, dans les radiers, etc. Donc, et donc on peut aller sur la rivière on peut avoir étudié la rivière en plus de détails. En général et dans le monde entier, on voit que les rivières se transforment et sont affectées par des changements dans l'utilisation des sols, par exemple, des changements que l'on peut voir on voit une chenalisation, une dégradation des sols et on voit l'impact de la chenalisation, dégradation de ces chenaux. Et est-ce qu'on voit en Slovaquie, par exemple, que euh, euh, dans ce qui s'est passé sur certains fleuves ou des rivières et qu'est-ce qui se passe sur des mécanismes de chenalisation à long terme et le changement climatique et les impacts ponctuels sur les systèmes. Donc, et les modifications, on peut analyser les modifications directes des chenaux. Et ici, par exemple, les sédiments, on va utiliser la connectivité des sédiments avec on récupère permettre de déterminer contradictoires. Par exemple, protection anti-inondation sur des zones qui vont en fait et donc c'est l'eau qui va être utilisée à des fins d'hydroélectricité ou autre et donc qui va modifier le comportement de la rivière. Et donc qui vont modifier notablement le comportement. Nous utilisons également différentes technologies, différentes sondes pour comprendre différents niveaux horizontaux ou verticaux, ou les habitats, par exemple les habitats dans les canaux, par exemple. On va utiliser des drones, on va combiner avec de l'imagerie aérienne traditionnelle pour obtenir des informations sur l'évolution de la rivière et la combinaison avec les niveaux également et on va comparer les bassins, on va également comparer les bassins donc par image satellitaire. Je voudrais vous présenter également une belle rivière de Slovaquie, pardon, qui est dans la partie nord de la Slovaquie, la rivière Stella, c'est la rivière Bela, donc c'est un multibassin qui vient des glaciers et elle fait partie également d'Habitat 2000 et d'un parc national, donc d'une parc national du Tanap. Et on voit une dégradation des chenaux qui est associée on voit un rétrécissement des chenaux, pardon, et on voit
des modifications donc directes du chenal et des dégradations certainement. On peut également observer des modifications directes du chenal. Donc, il y a une inondation en 2018, petite inondation, qui était inférieure à Q10, mais qui a entraîné une modification néanmoins du chenal central et ça, vous voyez, ça a créé d'autres chenaux, donc, et des sédiments de mines qui ont été mélangés avec de la granulométrie fine et donc on a des sédiments donc dans les plaines inondables et que ceci a créé bien sûr des zones de gravier, vous voyez, donc des gravières, et ce matériau se déplace des chenaux sur des rives, et donc ça a créé des espèces de parois et donc ce qui fait que la rivière ne peut pas entrer dans les plaines inondables. Vous voyez ces parois ici qui ont été faites, ces espèces de digues en fait, un remblai qui ont été faits à partir, donc ça peut aller jusqu'à 8 mètres de haut parfois. Et vous voyez également, vous voyez, il y a eu également ces créations de petites branches qui sont faites qui se déplacent d'un endroit à l'autre. Et nous avons voulu comprendre ce qui s'est passé, pas seulement mais également qu'est-ce qui se passe en général dans cette rivière Bella. On a utilisé donc la technologie UAV. Qu'est-ce qui se passe quand les sédiments disparaissent, quand les dépôts disparaissent? Et on a étudié la dégradation du chenal qu'on a vu ici sur la gauche à gauche. Donc, vous voyez, et après 10 ans, on voit qu'on a eu une incision du chenal de 2,5 mètres. Donc, bien sûr, on a ceci et on a créé une basymétrie du chenal. On a étudié la basymétrie du chenal et on a pu identifier il y a eu plus de 23 mètres cubes de sédiments sur des sections d'un kilomètre. Et pendant 7 ans, on a eu plusieurs mètres de déplacement l'incision se poursuit et on voit ici, par exemple, avec un feedback, on peut voir la concentration des écoulements dans les chenaux plus étroits et ce qui augmente également, ce que cela veut dire que donc on a parfois plus d'incisions et ça produit plus d'énergie dans le chenal et ça crée bien sûr plus d'érosion, bien entendu. On a des informations sur l'UAV, mais simplement à propos de cette section, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé sur une période plus longue, parce qu'on n'a pas d'informations sur le profil coupe, donc historique, et nous avons décidé de combiner donc les informations temporelles, longitudinales et verticales, et on a utilisé donc différentes études et des images aériennes qui nous donnent des informations sur les modifications longitudinales et latérales, mais il y a également travailler sur la composition. Donc, on a travaillé sur un modèle de niveau ou d'élévation et on a des surfaces, vous voyez, qu'on a étudiées et on a calculé la hauteur de ces surfaces dans le chenal de façon à pouvoir calculer les taux d'incision depuis. Si on trace ces informations dans le profil longitudinal, on peut voir la propagation de l'incision sur une portion de 10 km à partir de 1949, en fait. Il vous reste 5 minutes. On peut voir ce qui s'est passé avec le chenal, mais
qu'est-ce qui se passe au niveau de la végétation et comment est-ce que ces changements morphologiques impactent la végétation riparienne. Et on a combiné les informations, donc on a classifié on a identifié les végétations, on a fait une jauge de végétation qui peut permettre d'identifier l'âge de la végétation. On peut identifier où est-ce qu'il y a des décroissances de végétation ou on travaille avec un taux de rotation de végétation également plus rapide qui peut se produire et d'extraction qui se fait par la rivière en fait. Donc, et nous voulons savoir comment cette végétation répond à des périodes à long terme. Et donc, on a modifié ceci avec des informations satellites. On a mélangé, donc on a obtenu des informations spéciales avec des données et on a combiné l'ensemble des informations et on a calculé les indices de végétation qui représentent les réponses en fait au changement de morphologie et on a calculé ceci avec différentes zones de rivières les différentes modifications dans les rivières et l'impact sur différentes dispositions de plateformes, par exemple, ou de rochenalisation de la rivière et dans par rapport à différentes distances, différents âges de végétation et des états de succession de végétation pour comprendre quelle est la réponse de la végétation à des changements de morphologie et de structure des chenaux. Quelles sont mes perspectives futures? D'abord, à partir des études, je pense qu'il est important d'avoir un transfert de connaissances entre techniciens, scientifiques et gestionnaires et de parler également de transfert de connaissances entre les scientifiques, les responsables. Et c'est important les techniciens, les gens qui travaillent sur ces rivières et qui font de l'exploitation d'extraction de données, l'analyse de données et de travailler également sur les différents types de données, notamment télédétection et autres, pour comprendre le comportement de la rivière également. Et on veut faire une télédétection, un suivi en temps réel, pardon, et également, on a beaucoup d'informations qui peuvent être étudiées donc, et travailler sur un modèle d'élévation numérique. Et on peut utiliser encore des différentes techniques pour faire obtenir des données. Et on doit faire des registres et pour connaître les informations qui se passent dans les chenaux. Et il y a une question importante, il faut avoir ces données, donc il faut transformer ces informations à l'ensemble des chercheurs et bien sûr ce suivi en temps réel va nous aider. Nous pouvons maintenant suivre la rivière toutes les 5 jours par satellite. Nous avons de l'imagerie 18 fois par jour avec une résolution à 18 cm et on fait des registres de données ouvertes. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Milos, pour cette présentation scientifique et très technique. Voilà. Il y a peut-être une première question très générale. Finalement, à quels enjeux ces observations, pour quels enjeux ces observations sont utiles? Pour des enjeux de quantité d'eau, de qualité d'eau, de biodiversité? On voyait que tu parlais notamment de la végétation riveraine, donc il y a des histoires de connexion, j'imagine, avec la nappe.
It's it depends which type of information, because we can divide it into many. Nous pouvons, on a d'abord les informations sur la morphologie des chenaux et et la bathymétrie également, et le principe morpho-hydraulique dans les chenaux, et ensuite les informations sur la végétation. Ceci peut être utilisé pour une gestion directe, pour répondre et éviter l'incision dans les chenaux, par exemple. Et la deuxième question, le taux d'incision est très élevé, donc quelle va être la réponse de la végétation qui est en lien? Donc, il y a deux parties principales. Donc, et qu'est-ce qui se passe dans le chenal avec l'état morphologique du chenal et comment est-ce que ce changement morphologique impacte la végétation riparienne sur les rives? Voilà. Merci, Miloš. Et il y a des questions également ou des commentaires sur le fait que est-ce qu'ils vont désigner un nouveau site d'études sur le bassin versant de la Béla? Les informations que vous fournissez sont tout à fait sont très utiles, merci. Et une autre personne qui dit que la méthode conviviale sont des bonnes choses, des méthodes douces, et maintenant je peux joindre dans ces commentaires, je voudrais vous demander, pour vous, quelle est la meilleure amélioration concernant ce qui peut être fait aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire avant, et pourquoi c'est important pour vous? En ce qui concerne les nouveaux outils qui ont été développés de télédétection et d'autres, donc dans les dernières années, quelle est la meilleure amélioration et pourquoi c'est important? Il y a des technologies Google qui sont intéressantes, donc ça nous permet d'avoir des grands répertoires, et ça nous permet d'utiliser ces données notamment de façon conviviale. Donc, c'est un outil de programmation qui est important, qui est ouvert, bien sûr, et donc nous avons des données en temps réel, et l'échelle n'importe pas parce que nous travaillons sur une échelle globale parce que les Google Engine ce sont des outils qui sont ouverts et pour la télédétection et la compréhension la compréhension globale des systèmes de rivières. Merci. En ce qui concerne ces méthodes user-friendly, est-ce que les praticiens peuvent véritablement se les approprier? Vous avez déjà de très bons outils qui peuvent être utilisés. Il faut les encourager à faire cela. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu compliqué parce que vous savez, souvent il y a un problème Donc, est-ce que ces nouvelles technologies peuvent être utilisées de façon conviviale et pour créer ou est-ce qu'on a des données, mais bien sûr, il y a le danger, c'est que si on ne comprend pas, on n'analyse pas soigneusement ces processus, ça peut être contre-productif, mais la technologie s'est améliorée
et donc c'est plus facile à utiliser. Mais on travaille sur un système de boîte noire et je ne sais pas comment ça va être. Parfois, on ne sait pas toujours comment sont exploités les résultats de ces technologies. Ces technologies, elles sont aussi formées. Il y a peut-être dans l'enseignement, dans le cadre de formation, peut-être qu'il y a des formations professionnelles faites par des services de l'État avec les chercheurs qui les ont développées. Comment ça se passe chez vous? Par exemple, en France, il y a des formations, les scientifiques font des recherches et ensuite il y a des formations qui sont faites, par exemple, avec l'appui de l'Office français de la biodiversité ou avec l'appui de 2 structures de formation comme H2O Lyon, par exemple. Yeah, understand. Maybe it's in Slovakia a little bit complicated and Une fois encore, c'est un peu compliqué parce que la formation, particulièrement dans un environnement universitaire, ça doit être lié au même projet. Il faut partager la connaissance sur l'utilisation des technologies, mais ces ateliers sont faits par particulièrement du côté sur la science des rivières. Je ne sais pas quels sont les ateliers, comment ça marche, mais particulièrement pour la Slovaquie, il y a de la coopération entre des techniciens, des scientifiques, des praticiens, surtout, notamment sur la gestion des rivières. D'accord, ok. Donc, des messages et des méthodologies peuvent être transmis, commencer à être transmis dans le cadre de ces échanges entre techniciens et scientifiques. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura une dernière question? J'ai l'impression qu'on arrive au bout des questions. Maybe do you have, Milos, a sort of advice or Miloš, avez-vous un conseil, une suggestion à de jeunes thésards qui veulent travailler sur ces domaines de sciences de l'eau et des rivières? Vous avez dit qu'au début de votre exposé que vous avez eu un très bon mentor, quelqu'un qui vous a vraiment formé, aidé. Donc, pouvez-vous inspirer nos jeunes scientifiques? Ces jeunes chercheurs sont très dynamiques, très intéressants. Donc, les choses changent tous les jours et donc, il faut, bien sûr, c'est important de comprendre. Et donc, nous avons beaucoup de travail sur le terrain. Nous faisons beaucoup de travail sur ce terrain. J'adore le travail sur le terrain. C'est un conseil que je vais voyez sur l'image que c'est super quand on fait de la science des fleuves. Est-ce qu'on peut toucher la rivière, l'eau? Ça, je pense que pour moi, c'est la chose la plus magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci. encore, Milos, pour votre intervention et pour les réponses que vous avez faites à nos différentes questions. Et je vous propose maintenant de donner la parole à Anna Joss. Donc, Anna, bonjour. Vous avez fait un doctorat en géomorphologie à l'université de Durham en Angleterre. Vous avez travaillé au River Restoration Center, qui est l'homologue français. En France, on a le centre de ressources cours d'eau. Voilà, et vous êtes actuellement consultante. Donc, on vous laisse la main pour une présentation sur votre rapport d'étonnement, votre parcours et les enjeux que vous voyez dans la gestion des fleuves et grandes rivières. La parole est à vous. Thank you, and I hope you can. Merci et j'espère que vous arrivez à voir ma présentation. Yes.
Brilliant. Well, thank you. Parfait. Donc, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à faire cette présentation. Je vais parler de mon expérience professionnelle dans le domaine de la gestion des cours d'eau et plus particulièrement de la restauration des cours d'eau, c'est-à-dire du rétablissement ou de la récréation des processus naturels, des caractéristiques et de la biodiversité des systèmes fluviaux. Donc, comme on l'a dit, je vis dans le sud-est de l'Angleterre et donc je vais réfléchir aux perspectives britanniques en matière de gestion et de restauration des cours d'eau. Donc, je vais me présenter brièvement. Je vais parler un petit peu de quelques défis que j'ai constatés pour la gestion de rivières et la restauration des rivières. Et puis ensuite, je vais parler de comment satisfaire ces deux défis. Donc, mon parcours, tout d'abord. Donc, j'ai passé mon doctorat à l'Université de Durham, en Angleterre. Il s'agissait d'évaluer les modèles et les contrôles des ajustements de la forme des cours dans la région des lacs, dans le nord-ouest de l'Angleterre, comme on peut le voir à l'écran. La recherche visait à aller au-delà des évaluations à petite échelle. Je me concentrais sur des petits modèles d'ajustement de forme et dans le contexte des terres hautes. Donc, j'ai étudié 270 rivières, c'est-à-dire 600 km en termes de longueur, à travers 17 bassins versants. Je voulais voir comment les formes de plans avaient changé au cours des 150 dernières années en utilisant des cartes historiques et des photos aériennes des années 1850 à 2010. Je me suis concentrée sur les rivières de haute terre dans la région des lacs. C'est un contexte qui est extrêmement beau. Donc, cela fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Et ces rivières des terres hautes sont très actives. Elles génèrent des rendements sédimentaires parmi les plus élevés du pays, avec des processus géomorphiques très dynamiques, beaucoup de production de sédiments, beaucoup d'érosion des dépôts dans ces systèmes-là. Donc, quand je me concentrais sur ces ajustements de forme de plan, je m'attendais à voir qu'il y aurait beaucoup de systèmes actifs de rivières. On voit beaucoup d'ajustements à partir des cartes historiques et des photos historiques. Mais en fait, ce que j'ai trouvé, c'est que ces régions-là, ces terres hautes, n'étaient pas aussi actives que cela. Et en fait, 79% des rivières étudiées présentaient une stabilité réelle en 2 dimensions pendant cette période de 150 ans. Donc, j'ai commencé à me poser la question de savoir pourquoi elle n'était pas si active que cela. Est-ce que c'était à cause de la disponibilité d'informations historiques? Les cartes étaient séquencées, donc on suivait la rivière année par année. Donc, peut-être que les activités étaient plutôt regroupées. Après, il y avait les confinements des chenaux. Peut-être on pouvait trouver plutôt des ajustements latéraux. Après, je voulais me concentrer sur les fonds de vallée, là où on s'attendrait à voir des ajustements latéraux, des ajustements, des modifications de forme en plan. Puis après, je me suis dit, est-ce que c'est à cause de modifications de chenaux? Et en termes de modifications, là, je parle en fait de chenaux qui ont été redressés, endigués, où le sédiment a été modifié, peut-être qu'il y a eu des opérations de curage. Et puis, il fallait également regarder les utilisations foncières. Donc, j'ai regardé les cartes, des photos, des narrations, des rapports rédigés par des agences. Et j'ai trouvé qu'une bonne partie de ces rivières avaient un certain niveau de modification. Et je ne m'attendais pas à cela parce que souvent, on voit ces cours d'eau des terres hautes comme des systèmes plutôt naturels. Et en fait, ces cartes, si vous regardez la carte montrée, on voit qu'il y a des niveaux de modification. Il y a des redressements, des endiguements, il y a des opérations de curage et 33% des rivières étudiées présentaient un certain niveau de modification. Donc, il ne s'agissait
pas de cours d'eau aussi actifs que cela d'un point de vue géomorphologique. Voici un exemple, une photo de ce que ces chenaux, à quoi ressemblent ces chenaux modifiés. Donc, il y a un redressement ici avec une section très uniforme. Les berges ont été reprofilées et on voit qu'il y a beaucoup de protection. Et c'est assez caractéristique. Donc, on a ces chenaux modifiés et c'est ce qu'on voit souvent dans la région des lacs. Et pendant mon doctorat, il y a eu un gros orage, l'orage Desmond en 2015. Et c'était vraiment un orage record au Royaume-Uni. Donc, ça a dépassé les précipitations de 24 heures. Et en fait, cet orage a donné à ces chenaux la possibilité de se restaurer naturellement. Voici le même tronçon après l'orage. Donc, on voit une section qui est beaucoup plus naturelle. On voit la digue qui a été emportée, donc on ne voit plus la digue, on voit des dépôts, on voit des matériaux ligneux dans les chenaux. J'ai bien apprécié mon doctorat, mais cela a souligné qu'il faut restaurer ces rivières, il faut faire revenir cette diversité géomorphologique. Après mon doctorat, en fait, je voulais un poste plutôt appliqué, plutôt pratique. Et heureusement, j'ai trouvé un poste au Centre de restauration des rivières du Royaume-Uni. Il s'agit d'une petite organisation à but non lucratif qui donne des conseils, des recommandations et des formations sur la restauration des rivières. J'avais deux rôles, en fait. Tout d'abord, il fallait que je me concentre sur la formation et l'échange de connaissances. J'organisais beaucoup de cours physiques en ligne. Je parlais aux gens de la géomorphologie, de l'hydromorphologie, de ce que c'était que la restauration et comment il fallait gérer cette restauration. Et beaucoup de personnes, en fait, souvent, ils ne comprenaient pas les bases. Qu'est-ce que c'est qu'un radier? Qu'est-ce que c'est qu'une fosse? Et en fait, on devrait avoir toute cette diversité dans les chenaux naturels. On devrait avoir cette section avec du sédiment, est vraiment très différent de ce que nous voyons au Royaume-Uni. Ces formations ont été livrées à toute une gamme de personnes, des personnes de fonds de rivières, des consultants et des agents des agences environnementales. Donc, c'était la possibilité d'apprendre de ces personnes, de voir quelle était leur compréhension et aussi de montrer notre compréhension géomorphologique et ce qu'il fallait réellement faire pour restaurer nos cours d'eau. Et après, on est passé aux conférences. Il y a une conférence qui a lieu à l'Université de Liverpool cette année. C'est une conférence qui vise à regrouper des praticiens de partout dans le monde pour parler des avancées dans la restauration des rivières au Royaume-Uni. Et je suis encore impliquée avec l'organisation. Et vous pouvez trouver des informations sur cette conférence sur le site web du Centre de restauration. Mon deuxième rôle, c'était de donner des conseils techniques à différentes personnes concernant la priorisation de la restauration, les opportunités vis-à-vis des bassins versants, pas seulement au niveau local, mais avec une vue à travers plusieurs bassins pour prioriser les solutions qui pourraient traiter les problèmes de pression. Donc, la priorisation pour avoir un maximum de bénéfices. J'ai aidé à développer des outils pour évaluer les conditions géomorphologiques avec des images et la télédétection. Voici quelque chose sur laquelle j'ai travaillé avec mes collègues en Bulgarie grâce à des informations télédétectées pour soutenir des évaluations dans le cadre de la directive cadre sur l'eau. Et j'étais également impliquée dans un projet de recherche qui s'appelait c'était mesurer l'impact de la science des citoyens. Moi, j'avais plutôt suivi un parcours scientifique. Et là, il s'agissait plutôt d'un projet des sciences sociales avec de multiples personnes. Et cela regardait les bénéfices de la science des citoyens pour des solutions plus naturelles, pas seulement dans la collecte de données, mais aussi dans l'identification des besoins et
comment être pionnier dans ce domaine. Donc, j'ai vu à quel point c'était important d'avoir des personnes pour promouvoir la restauration des cours d'eau. J'ai travaillé au sein du centre pendant 3 ans et demi. Aujourd'hui, je travaille chez Atkins. Donc, il s'agit d'une entreprise d'ingénierie et j'y travaille comme géomorphologue. Et aujourd'hui, je veux aider les personnes à concevoir des schémas de restauration et livrer ces restaurations sur le terrain. Je travaille souvent sur de gros projets associés aux aménagements d'infrastructures à travers le Royaume-Uni et l'Europe. Donc, je continue à aider les personnes à travailler dans cette restauration et amélioration du système de rivière. Donc, voilà, c'est tout pour mon parcours. Maintenant, parlons un petit peu des défis que je continue de voir, surtout dans les cours d'eau au Royaume-Uni. Voici un chiffre statistique du Rivers Trust. Donc, seulement 14% de rivières en Angleterre ont eu un bon niveau de santé écologique. Les défis sont la pollution, le captage, la modification de chenaux, je l'ai souligné tout à l'heure, vis-à-vis de la région des lacs, et la destruction d'habitats. Au Royaume-Uni, nous voyons assez souvent des rapports qui sortent aux infos et qui parlent de problèmes de qualité d'eau, la pollution à cause d'eau usée, à cause de l'agriculture. C'est vraiment un sujet chaud en ce moment. Ces problèmes sont très importants, bien sûr, mais on voit moins dans les médias concernant les modifications physiques de nos systèmes fluviaux et comment on a redressé, élargi, déconnecté les rivières des plaines inondables. Donc ça, ce sont les questions qu'il faut souligner aujourd'hui. Il faut plus d'engagement dans ces domaines-là. Voici une carte assez simple. Donc, on part du vert au rouge. Le rouge nous montre des chenaux modifiés en Angleterre, au Pays de Galles, et en vert, on a des chenaux moins modifiés. 40% des rivières sont estimées à être modifiées ou déconnectées de leur plaine inondable en Angleterre. Donc, il faut vraiment améliorer et restaurer ces cours d'eau pour améliorer leur santé, pour améliorer leur situation écologique. Alors, il y a du nouveau en Angleterre vis-à-vis de l'amélioration de ces rivières, trouver des personnes pour aider avec cela. Plus tôt dans l'année, il y avait un fermier qui a subi un procès parce qu'il a modifié les berges d'un chenal qu'il a déforesté. Donc, on arrive maintenant à traîner les personnes devant la justice lorsqu'il y a ce type de destruction. C'est quelque chose qu'il faudrait souligner plus. Donc, un cours d'eau redressé n'est pas un cours d'eau naturel. Comment traiter ces défauts? Donc, il y a beaucoup de personnes qui parlent du mainstreaming de la restauration de rivières, la généralisation de cette restauration. Et le thème principal est cela. Il faut travailler sur la conscience des personnes. Il faut sensibiliser les gens. C'est un peu comme la question de la qualité. Et si on fait cela, cela va entraîner des changements de politique. Il y aura plus de financement et on pourra plus restaurer nos cours d'eau. Comment est-ce que cela peut devenir généralisé? On peut lier cela à des objectifs climatiques, la santé humaine, le bien-être et autres objectifs. Comment est-ce qu'on peut traiter ces défis? Il faut continuer à travailler sur les faits scientifiques concernant la restauration. On a de superbes bases de données qui documentent là où il y a des restaurations. Il y a l'inventaire du Royaume-Uni. Il y a beaucoup d'exemples, de belles exemples de restauration, mais on ne documente pas très souvent comment chaque schéma est suivi. Et le suivi à long terme est très important pour avoir tous les faits scientifiques pour l'avenir. Et le dernier point concerne les personnes. Il vous reste 3 minutes. Merci. Donc, les personnes sont
extrêmement importante si on veut généraliser cette restauration, si on veut une bonne livraison, une bonne recherche dans ce domaine. Et c'est très important que tout le monde soit engagé, les scientifiques, les chercheurs, les praticiens, les ingénieurs, les consultants, et tous ensemble, nous devons travailler. Souvent, il y a eu des clivages entre les universitaires et les industriels, mais c'est quelque chose qu'on voit moins. Il y a de plus en plus de collaboration aujourd'hui. Nous devons promouvoir ces stories concernant la restauration de processus géomorphologiques ou d'habitat. On doit parler plus de ces projets. Alors, je vais terminer ma présentation. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je serai heureuse de répondre à ces questions maintenant. Sinon, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez donc mon adresse mail à l'écran. Merci, Anna. Belle présentation. Merci. Y a-t-il des questions pour Anna? Sinon, moi, je peux poser la première question et puis les gens vont me suivre certainement. J'étais vraiment très impressionnée par votre parcours. Donc, c'est très... vous avez fait des choses bien différentes. Lorsque vous faisiez vos formations, lorsque vous organisiez vos formations sur la restauration des cours d'eau, ces formations concernaient principalement des aspects physiques ou alors, je ne sais pas si vous avez, s'il y a si vous incluez déjà, vous avez considéré les points sociaux lorsque vous avez organisé vos formations. Vous avez peut-être travaillé sur des bassins transfrontaliers ou autre chose. Oui, beaucoup de ces cours livrés concernaient les processus physiques. On a fait différents niveaux de formation, des formations d'introduction. Après, on est passé à d'autres niveaux selon le niveau de connaissance. On voulait aider les personnes à mieux comprendre. Il y avait des formations également concernant la planification des bassins versants, comment prioriser les différentes solutions de restauration. À travers le Mix Project, ce projet m'a souligné l'importance de personnes, de scientifiques, de citoyens dans la restauration de cours d'eau. Et pour moi, c'est l'avenir. Il faut que les gens soient conscients de tous les aspects. C'est très important. Merci. Dans le cadre de vos formations, vous disiez que vous aviez aussi vous avez échangé avec des gens qui avaient aussi des connaissances. Vous aviez fait votre thèse avec des connaissances bien précises sur des aspects physiques. Vous avez appris des choses des praticiens, des gestionnaires que vous formiez? Oui, tout à fait. Et c'est une excellente question d'ailleurs. Oui, j'ai beaucoup appris de mes directeurs de thèse, mes pairs lorsque j'étais à la fac. Mais lorsque j'ai commencé le travail au centre, mon rôle était plutôt très pratique. Je travaillais sur le terrain avec des praticiens. Et leur expérience était vraiment très différente. Ce n'étaient pas des universitaires, c'était des personnes qui étaient impliquées avec des personnes, avec des propriétaires fonciers. Donc, voilà, il fallait apprendre comment parler avec ces propriétaires fonciers. Et il fallait prendre en compte les quantités de sédiments qu'il fallait pour le lit de cours. Donc, il y avait beaucoup d'aspects pratiques que j'ai appris grâce à ces praticiens. Et ce n'est pas quelque chose qu'on voit forcément quand on est universitaire, comment faire en sorte que les engins arrivent sur site, comment arriver à avoir toutes les approbations. Donc, cela m'a ouvert les yeux. Il y a les deux côtés d'un projet de restauration. Ce n'est pas juste la compréhension physique de ce qu'il faut restaurer, il y a les aspects physiques sur le terrain, ce qu'il faut faire pour pouvoir livrer le projet. And so, to complete that question, Donc, juste pour rajouter à cette question, grâce à vos liens avec la recherche et les universitaires,
Pardon, est-ce que vous avez des liens universitaires grâce au projet? Oui. Au centre de restauration, nous étions à Cranfield University. Donc, il y avait des liens avec des chercheurs ailleurs au Royaume-Uni, avec l'université. Donc, il y avait des liens grâce à des projets de recherche, mais j'étais également impliquée dans ce projet de sciences citoyennes. Et c'était un projet Horizon 2020 avec un financement. Donc, c'était un projet très focalisé. Même dans mon rôle actuel, beaucoup des conceptions sur lesquelles nous travaillons sont basées sur la science universitaire. Nous organisons beaucoup de webinaires avec des universitaires pour être sûr qu'il y ait ce transfert de connaissances. Il y a également des étudiants qui nous aident avec les projets. C'est vraiment très important de continuer ces interactions, promouvoir ces interactions entre les universitaires et le monde pratique et ce qui se passe dans le monde pratique. Oui. Et puis, il y a une question dans le chat. Quels sont les conflits entre les scientifiques citoyens concernant la restauration de cours d'eau et les agriculteurs et les propriétaires fonciers? Donc, quels sont les conflits? Et une autre question, est-ce que les objectifs de la restauration de cours d'eau ont changé à cause du changement de climat? Oui, oui. Oui, il y a souvent des problèmes avec des propriétaires fonciers et des agriculteurs lorsqu'il s'agit de restauration de cours d'eau. Leur terre, c'est comme cela qu'ils vivent. Donc, l'orage historique a créé beaucoup de terres agricoles très riches. Donc, lorsque nous proposons des schémas de restauration, cela peut résulter en des conflits avec ces personnes. Mais il y a des incitations au Royaume-Uni organisées par le gouvernement, donc des financements pour faire des améliorations, des embellissements, surtout pour lutter contre le dérèglement climatique. Il y a des programmes de plantation d'arbres, d'amélioration de restauration de cours d'eau, et il y a des projets vis-à-vis d'aménagement foncier et terrestre. Donc, on essaie d'améliorer la situation en termes de biodiversité. Donc, effectivement, nous sommes sur le bon chemin. Les objectifs ont changé. Je pense qu'avec le temps, nous verrons plus de progrès dans ce domaine. Parfait, merci. OK. Dans Anne, les priorités, vous disiez que dans les défis, les gens, en tout cas au Royaume-Uni, les personnes s'occupaient beaucoup de préoccupations de qualité de l'eau, de pollution, de quantité d'eau. Vous disiez que la restauration physique, ça passait un peu derrière. Est-ce que c'était moins vu comme moins prioritaire? Est-ce que j'ai bien compris? souvent, en fait, les deux sont prioritaires, mais Ouais. souvent, c'est ce qu'en dit la presse, les médias. D'accord. Souvent, c'est la presse qui se concentre sur la qualité de l'eau. Et il y a peu de rapports sur les modifications de nos chenaux. Et c'est là où il y a de bonnes nouvelles, parce qu'on peut utiliser ces stories concernant les restaurations de cours d'eau. Donc, ces modifications peuvent être traitées par les médias maintenant, parce qu'il faut un bon équilibre. On doit améliorer la qualité de l'eau, mais également les habitats physiques. On doit faire cela en même temps. Et vous avez un peu pour montrer l'intérêt de ces opérations de restauration physique, effectivement, il faut faire des suivis long terme pour voir sur le temps long comment les habitats, comment l'écologie, la biodiversité reprend vigueur. Vous avez un peu des catalogues ou il y a des retours d'expérience qui sont décrits à l'échelle de votre pays là, pour montrer que ça avance, sur lequel vous pouvez vous appuyer s'il y a des formations, dans le cadre de congrès? Oui, il y a de super documents qui montrent de beaux exemples de restauration de cours d'eau. Au Royaume-Uni, il y a un inventaire national sur la restauration. Sur cet inventaire, il y a plus de 5000 documents
documentant les restaurations, les types d'interventions, les matériaux utilisés, le travail sur les méandres, les organisations impliquées, le type de suivi adopté. Et donc, il y a 5000 entrées dans la base de données qui a été démarrée pendant les années 90 et qui continue aujourd'hui. Il y a également le wiki EU Restore. Donc, il s'agit d'une base de données européenne de projets de restauration. Il y a peut-être 1200 projets dans cette base de données, mais souvent dans ces bases de données, on sait qu'il y a du suivi, mais il y a bien sûr une personne qui est propriétaire du suivi. Mais après, comment comparer ces projets? C'est ça qui est important. C'est difficile parce que les personnes ont des agendas de suivi différents types de suivi. Donc, comment comparer le suivi à l'avenir? C'est ça qui représente le défi aujourd'hui. Merci. J'ai une autre question. En France, quand on suit des opérations de restauration, on se dit souvent ça marche parce qu'il y avait un leader politique fort. Il y avait une personne à l'échelle un chef de vallée qui portait une stratégie de restauration. Est-ce qu'on lit souvent, d'un point de vue social, l'histoire d'opérations de restauration comme cela? Est-ce que chez vous, il y a aussi des chefs de vallée? Oui, effectivement, oui, il y a des personnalités, il y a des schémas, il y a des programmes qui ont un super soutien. Peut-être pas des personnes politiques, mais des personnalités de la télé locale ou des pionniers pour l'environnement qui soutiennent ces programmes. Et ça, c'est formidable. Mais il y a un autre acteur clé qui encourage ce type de programme, c'est la personne locale. Voilà. La communauté locale. Donc, il y a beaucoup de personnes locales qui organisent des campagnes autour de la pollution. Et il y a, par exemple, une préoccupation concernant les eaux de baignade. Il y a un cours d'eau. Il y a en fait un travail sur le statut en termes de cours de baignade. Et il y a beaucoup de participation de la part de la population locale dans ce type de projet. OK. Merci beaucoup. Barbara, il me semble qu'on a fait le tour. Oui, oui. OK, d'accord. Eh bien, écoutez, merci Anna Josse pour votre intervention qui était très intéressante. Merci à tous les trois, Anne-Lise, Milos et Anna, pour vos interventions respectives qui nous ont permis finalement de voir comment, en tant que jeune professionnel qui avait fait un doctorat, vous continuez votre parcours avec une interrogation en vous spécialisant, avec des interrogations que vous avez sur les défis qu'il y a sur les fleuves et grandes rivières du monde. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant et ça donne envie de continuer à interroger des gens qui démarrent, qui sont depuis 4-5 ans, 5-6 ans dans cette activité de recherche et d'action pour vous questionner parce que vous êtes vraiment les acteurs de maintenant et de demain. Voilà. Donc, merci à vous tous. Je ne sais pas si tu veux compléter, Barbara. Yeah, thank you. I think Oui, merci. Je pense que nous avons eu là une couverture très large des présentations, des expériences. Il y a les aspects sociaux et les liés aux communautés locales, des points focaux sur des aspects techniques et des innovations qui nous permettent de comprendre les questions de l'eau et des fleuves. Et nous avons également des exemples pratiques avec Anna sur la restauration, la gestion et l'implication et l'importance d'implication des parties prenantes et de voir également différents systèmes hydrauliques ou systèmes de bassin versant. Donc, on a vu des problèmes de sécheresse aux États-Unis, de rivières très dynamiques en Slovaquie et des systèmes à faible énergie en Grande-Bretagne. Et c'est vraiment ces expériences
sont très inspirantes pour les nouvelles générations de scientifiques et de praticiens. Merci à tous les trois de notre part. Merci beaucoup. Et alors, pour terminer, je voudrais juste annoncer les prochains webinaires EaseRiver qui vont avoir lieu au mois de juin, puisque on vous a dit qu'on faisait on fait des webinaires sur cette section de mois de juin. Donc, le 12 juin prochain, il y a un webinaire de 17h à 19h autour de revitaliser nos rivières avec des solutions fondées sur la nature. Oui, c'est possible. On va nous le démontrer. C'est un webinaire organisé par Rivière TV, qui est un réseau de gestionnaires français, et le Grès. Et le 19 juin, donc une semaine après, le 19 juin, de 16h30 à 19h, il y aura un webinaire organisé par la ZABRE et le Grès, donc les organisateurs historiques d'EaseRiver, autour du réchauffement de la température des cours d'eau sur l'effet du changement climatique. Quel effet sur les hydrosystèmes et leur gestion? Est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce qu'il y a des solutions? Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci aux interprètes également qui ont traduit les uns et les autres. Voilà. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on espère vous voir lundi 12 juin prochain au prochain webinaire organisé par Rivière TV et le Grès. Merci beaucoup et bonne soirée.